Du jour. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, n'a pas mis tout le monde d'accord ce matin sur France Inter. On va voir le son. On peut négocier avec le régime des Mollahs. Vous ne dites pas ce matin qu'il faut que le régime tombe. Je dis que le régime doit consentir des concessions majeures et un changement radical de posture. Mettre fin à ces actions de déstabilisation dangereuses pour la région et pour nous-mêmes. Je dis que le régime des Mollahs doit consentir des concessions. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères de la République française, qui siège au Quai d'Orsay, qui représente la France. Et sur une antenne du service public ce matin, répondant aux questions de notre confrère Benjamin Duhamel, Jean-Noël Barrot répond il faut consentir à des concessions. Eh ben, si c'est ça le niveau, culturel, politique, intellectuel du chef de la diplomatie française, et si c'est ce monsieur qui représente la France à l'étranger avec cette formulation-là, je pense que ni les Mollahs ni personne n'aura peur de nous. Le président de la République a dit, pour être respecté, il faut être craint. Mais si on en est à demander consentir des concessions, je pense qu'on ne sera ni craint ni respecté. Une relique ou un bout de tissu, comme l'indique le Parisien, a été dérobé ce week-end à l'église Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Maud, vous savez que j'habite juste à côté. Ah, je savais pas. Et voilà, je passe tous les jours devant l'église Saint-Vincent-de-Paul et j'y vais quelques fois. C'est une très belle église. Elle est magnifique. En haut de la rue Lafayette, près de la gare du Nord. On se disait que depuis ce qui s'est passé au Louvre et ailleurs, la vigilance avait été doublée et triplée sur là où il y a des objets de valeur. Alors voilà, les responsables de l'Église ont bien dit, ce n'est pas en soi une valeur financière, c'est pas un bijou de la couronne, mais c'est une étoffe de Saint-Vincent-de-Paul qui, rappelons-le, est le fondateur, j'allais dire, du paupérisme religieux de ces ordres. Les curés les prêtres ont toujours été proches des pauvres ou pas. Ils étaient au contraire proches des riches. Saint-Vincent-de-Paul fait une fracture dans cette collusion entre le clergé et la noblesse en disant non, la mission de l'Évangile, la mission du Christ, conformément à ce que saint Thomas d'Aquin avait dit, c'est d'être près des pauvres. Et il est le premier. Alors je fais attention quand on dit le premier abbé Pierre, parce que l'abbé Pierre, ensuite il y a eu d'autres informations qui sont venues troubler l'image de cet homme, de ce prélat. Mais Saint-Vincent-de-Paul, à l'époque, au XVIIe siècle, c'est totalement admirable ce qu'il a fait. Et là, il y avait un petit bout d'étoffe qui restait et il a été volé par des gens. Alors, vu que ça n'a aucune valeur financière, est-ce que ce sont des religieux, est-ce que ce sont des catholiques fervents, de bons chrétiens qui ont fait voler pour avoir ça chez eux? En tout cas, la démarche n'est pas chrétienne et ce qui peut leur arriver de mieux, s'ils sont vraiment conformes aux valeurs de l'Évangile, c'est de restituer ce petit bout d'étoffe à l'église Saint-Vincent-de-Paul dans le 10e arrondissement de Paris. Libération est encore dans le rouge, mais grâce à la générosité d'un milliardaire, comme quoi parfois ça a du bon, le journal se maintient. Oui, il s'agit de Daniel Kretinsky, qui est un industriel tchèque, qui a réinsufflé 60 millions d'euros dans le quotidien Libération, qui est régi par une fondation. Alors c'est un prêt, mais Daniel Kretinsky avait déjà craché au bassinet pour 40 millions à peu près, 40 millions d'euros. Donc on approche les 100 millions d'euros de soutien au quotidien Libération, qui sont pas forcément les valeurs personnelles de Daniel Kretinsky, et je suis bien placé pour le savoir, puisque en 2018, Daniel Kretinsky a racheté Marianne, qui était au bord du dépôt de bilan, au bord du gouffre, et c'est Daniel Kretinsky qui a sauvé le journal Marianne, et là qui continue à soutenir Libé par l'intermédiaire de Denis Oliven, qui est son représentant en France. On pourrait se dire, mais c'est tragique, ça veut dire que la presse française n'a plus de quoi vivre par ses propres moyens, que le journal papier, que la presse en papier est en train de disparaître, de crever. Oui, c'est un fait. Les Français lisent moins et la presse est aujourd'hui en souffrance. Tous les grands titres perdent des sommes considérables. Les hebdomadaires sont encore plus touchés que les quotidiens. Mais nous avons, comme les mécènes qui sauvent Versailles en faisant des millions d'euros de dons chaque année, Versailles et d'autres monuments historiques français, eh ben on est content, on est tenu de se réjouir qu'un capitaliste étranger, en l'occurrence un Tchèque, Daniel Kretinsky, qui a fait fortune dans l'énergie, consacre autant d'argent pour soutenir nos titres
nos titres en délicatesse, en faiblesse ou en état de mort cérébrale. Je dis pas qu'il faut s'en réjouir, parce qu'on aimerait bien que cette presse vive d'elle-même par rapport à des notions d'indépendance et de souveraineté, justement, de l'information. Et ben, pour l'instant, on est content d'avoir des milliardaires étrangers qui viennent soutenir des titres dont la France, dont les lecteurs français, dont la société française n'a pas su préserver la pérennité. Donc, vous voyez, quelquefois, la mondialisation peut avoir quelque chose d'intéressant. Un infirmier de 32 ans a été transporté en hypothermie à l'hôpital après avoir sauvé un jeune labrador. Magnifique histoire. Alors c'est triste et beau à la fois, et c'est même inquiétant. C'est le journaliste Amaury Bucco qu'on recevra dans quelques minutes qui le révèle dans Valeurs Actuelles. Ça se passe dans la nuit du 1er mars à Paris. Adrien se promène avec une amie sur l'île aux Cygnes, près du pont Birakem, et là, il entend quelque chose tomber lourdement dans l'eau. Ils aperçoivent alors un labrador noir dérivé dans la Seine. Adrien ne réfléchit pas, il saute dans l'eau pour sauver l'animal. C'est grâce à l'aide de son ami et d'un couple de passants qu'il parvient à se sortir de l'eau avec le chien. Il a ensuite été conduit à l'hôpital en état d'hypothermie. Alors plusieurs questions se posent. Ce chien a-t-il été jeté du pont par son propriétaire, ou bien a-t-il sauté dans l'eau pour suivre son propriétaire qui se serait préalablement jeté? Pour l'instant, on n'en sait rien. Sur place, Adrien et son ami ont toutefois noté la présence d'un homme d'une trentaine d'années en retrait derrière un arbre, l'air apparemment égaré, une paire de lunettes de soleil sur le nez. Mais il a affirmé aux personnes qui l'ont immédiatement interrogé qu'il n'était pas le propriétaire du chien. Une enquête a été ouverte pour acte de torture sur animal domestique. Le premier suspect étant le propriétaire du chien, forcément. Mais comme le révèle Amaury Bucco, celui-ci est porté disparu depuis cette fameuse nuit. Tout ce qu'on sait, c'est que lui aussi s'appelle Adrien, qu'il avait adopté ce labrador 9 mois auparavant, qu'il est diplômé d'une école de commerce et qu'il vit à 2 pas du lieu où le chien a été retrouvé dans la Seine. Cette nuit-là, des images de vidéosurveillance le montrent d'ailleurs en train de boire une bière seule avec son chien dans un bar, puis plus rien. C'est assez inquiétant comme disparition. Émouvante histoire. Non mais c'est très émouvant par contre ce sauvetage. Bon, j'espère que ça finira bien, on a raison de s'inquiéter. On suivra ça de très près, Absolument. Bien entendu. Et puis un micro-trottoir a révélé le désintérêt abyssal que provoque la politique chez certains jeunes, ces mêmes jeunes qui iront voter pour la première fois à la présidentielle en 2027. Ça fait peur, écoutez. Je peux pas dire quel parti exactement, mais de gauche, de sûr. Et voilà. Après, je peux pas exactement vous dire qui et tout. T'as des idées qui t'attirent en général dans toutes les partis de gauche ou pas? Bah, je sais qu'il y a le parti genre en mode où il y a, je sais plus c'est quoi son prénom, mais genre la dame qui est partie en Palestine avec son bateau là. Manon Aubry. Ouais, voilà, Manon Aubry, mais il y en a une autre aussi, Rima Hassan, mais je sais pas si elle est dans un parti exactement ou pas. Et genre, enfin le truc de Mélenchon et tout, eux j'aime bien parce qu'ils sont grave investis pour la cause humanitaire et tout quoi. Comme vous le dites, Maud, ça fait peur, ça fait froid dans le dos parce que ces jeunes-là ont le droit de vote. Alors, il y a toujours eu dans l'électorat des gens qui n'étaient pas à la hauteur, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais c'est une minorité. Là, aujourd'hui, effectivement, moi qui ai l'occasion d'avoir souvent des conversations avec des jeunes et des adolescents, il y en a qui vous répondent de façon très pertinente, très claire, sur plusieurs convictions. Mais je rencontre, hélas, vous aussi, et je ne suis pas le seul, des jeunes qui n'y connaissent rien. Soit autrefois ils disaient mais moi je fais pas de politique, ça m'intéresse pas, je vais pas voter. Et là on sent qu'il y a une espèce de bougli-boulga, de mélange, de confusion des genres. En plus on est tous là gavé de réseaux sociaux, d'images médiatiques. C'est quand même très inquiétant. Je rappelle juste cette phrase de Condorcet, révolutionnaire, mathématicien, qui a féri sous la guillotine. Il a dit une phrase fondamentale qui régit aujourd'hui notre démocratie. Sans l'instruction publique, autrement dit sans l'éducation du peuple, le suffrage universel peut conduire à la dictature des imbéciles. Ne nous étonnons pas un jour que des imbéciles aient le pouvoir et la dictature si l'électorat ne fait pas preuve, si l'école ne répare pas ça en mettant un petit peu de plomb dans la tête de nos futurs électeurs. Et puis dans un contexte de tension entre la grande distribution et l'agriculture, un supermarché lance sa propre ferme. Oui, c'est un supermarché de Montauban qui a, écoutez, c'est quelque part l'aboutissement logique. Les grandes surfaces que je critique si souvent, que je dénonce pour l'un, là, on est dans l'autogestion, elle crée ses propres moyens de production. Donc il y a un jardin, il y a un potager, il y a même de la pêche, il y a des poissons. Écoutez, c'est peut-être la solution en autarcie locale. Donc c'est le locavorisme absolu, puisque non seulement la production est locale, la distribution est locale, c'est peut-être une solution. Sur une autre échelle, la municipalité de Montsartou dans les Alpes-Maritimes avait acheté une propriété pour faire un potager municipal avec lequel elle fournit les cantines scolaires, les EHPAD. Eh bien, si demain la grande distribution remet la terre française en culture avec des paysans pour produire des produits du terroir, des légumes maraîchers de saison, respecter l'environnement et donner de bonnes choses à manger dans les grandes surfaces, si c'est dans cet esprit-là seulement, alors vive la grande distribution, vive la grande surface. Pour l'instant, nous avons le cas de Montauban. Espérons que ça fera des petits.